Regardez cette pierre. À première vue, elle a tout l'air d'un de ces cailloux ordinaires que vous pouvez voir quand vous vous promenez sur la plage. Elle n'est pas particulièrement colorée, ni particulièrement lourde, environ 2 kg. Mais si je vous disais que cette pierre est née sur Mars, qu'elle a voyagé jusqu'à la Terre pour finalement arriver en Antarctique. Ah, maintenant l'histoire est bien plus fascinante. Alors, découvrons tout ça. La chercheuse Roberta Skor, qui a travaillé sur le projet ANSMET, ou Antarctic Search for Meteorites, du Denver Antarctic Programme, a trouvé la météorite en 1984. Si vous souhaitez déchiffrer le nom de ce voyageur de l'espace, je peux vous aider. Il s'agit tout d'abord de l'endroit où il a été trouvé, les collines d'Alan en Antarctique, ou Alan Hills. Ensuite, nous avons l'année de sa découverte et le numéro de l'échantillon. Si vous vous dites que notre amie Roberta a ramassé cette pierre en s'exclamant « Waouh, un morceau de Mars !», vous allez être déçu. Au début, il était totalement impossible de savoir d'où venait la météorite. Et quelque chose troublait encore plus les chercheurs. Ce caillou était très différent des autres types de météorites trouvés sur notre planète. D'accord, mais alors comment ont-ils finalement découvert qu'elle venait de Mars? Grâce à des traces de gaz similaires à ceux qui composent l'atmosphère de la planète rouge. Nous avons pris connaissance de sa composition grâce au courageux Viking Lander qui a effectué les analyses nécessaires in situ en 1976. Mais revenons à notre découverte. Elle est très particulière. Et pas seulement parce qu'elle vient de très loin. Parmi les quelques milliers de météorites trouvées sur Terre, seule une centaine provient probablement de Mars. Et même avec ça, notre petite est différente des autres et semble faire partie d'un groupe à part. Remontons donc dans le passé et retraçons l'histoire de cette voyageuse cosmique. Elle s'est vraisemblablement formée il y a environ 4 milliards d'années sur sa planète rouge natale. Un jour, qui n'était pourtant pas très différent des autres, la vie de ce paisible caillou s'est trouvée bouleversée. Un impact météorique l'a catapulté dans l'espace, et notre pierre a commencé son voyage de petit astéroïde. À l'époque, elle était bien plus grosse qu'au moment de sa découverte sur Terre. À un moment donné, elle s'est approchée de la Terre, et on dirait bien qu'elle a décidé d'explorer les lieux. C'est ainsi qu'il y a 13 000 ans, ALH a terminé son voyage spatial en entrant en collision avec notre planète. À l'heure actuelle, ce fragment martien est le plus ancien que nous ayons jamais trouvé. Mais au début, il n'était pas très populaire. Ce n'est qu'en 1996 que sa notoriété s'est soudainement accrue, à la suite d'une découverte révolutionnaire. Des chercheurs de la NASA se sont en effet interrogés. Ce fragment est manifestement très ancien. Mais pourrait-il avoir enregistré des traces de vie qui auraient pu prospérer sur Mars à l'époque où ALH était encore attaché à la planète rouge? Et devinez quoi? C'était une très bonne question. Ils ont détecté des traces de très fines particules de magnétite. Leur structure et leur composition chimique sont tout à fait similaires à celles des particules que l'on trouve sur notre planète. On appelle ça des magnétofossiles, et ce sont des bactéries magnétotactiques qui les produisent. Cela pourrait donc signifier qu'il y a eu, à un moment donné, des formes de vie sur Mars. En avril 2020, des scientifiques de l'agence spatiale japonaise ont fait une autre découverte. Ils ont détecté dans notre météorite de l'azote contenant des matières organiques d'origine martienne. Alors, qui sait quel nouveau secret étonnant un examen plus approfondi de la météorite pourrait nous révéler? Pour l'heure, il ne vous reste plus qu'à vous rendre en Antarctique et vous mettre à creuser. En effet, c'est un endroit idéal pour la chasse aux météorites. Nous avons trouvé près de 50 000 météorites en Antarctique et des centaines de milliers attendent encore d'être découvertes. Chacune de ces roches spatiales peut nous raconter une histoire sur l'évolution du système solaire. Par exemple, la toute première roche lunaire trouvée sur le continent glacé et désert a confirmé le fait qu'on pouvait trouver sur Terre des morceaux d'objets spatiaux plus gros que des astéroïdes. Imaginons que vous soyez inspiré et que vous décidiez de partir à la chasse aux météorites en Antarctique. Préparez-vous à relever de sérieux défis. Malgré leur abondance potentielle, trouver des roches spatiales n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Vous devrez vous rendre dans des régions reculées et il n'est même pas certain que vous puissiez trouver quoi que ce soit. Il s'agit d'ailleurs d'un très gros problème. Les météorites sont en train de disparaître. Actuellement, les scientifiques trouvent environ 1000 météorites par an en Antarctique. Mais selon une nouvelle étude, environ 5000 météorites disparaîtraient chaque année. En cause, la hausse des températures. Inquiets, les chercheurs ont créé un modèle capable de les aider à déterminer où ces météorites sont susceptibles de remonter à la surface. Ce modèle est assez complexe,
car il prend en compte la couverture neigeuse, la température de surface, la vitesse d'écoulement de la glace et même l'inclinaison du terrain. Les scientifiques ont ensuite effectué des simulations dans le cadre de différents scénarios de réchauffement. Et il s'est avéré que les météorites s'enfonçaient effectivement à mesure que les températures augmentaient. La surprise des chercheurs est évidente. Ils ne s'attendaient pas à ce que le changement climatique affecte autant leur travail. Même si ces régions sont en dessous du point de congélation, notre mode de vie participe à la destruction d'une archive cruciale du système solaire. Mais revenons à votre chasse aux météorites. Si vous voulez augmenter vos chances d'en trouver une, rendez-vous au pied des montagnes où la glace, qui s'écoule habituellement vers le bas, est forcée de remonter. Et n'oubliez pas d'emporter votre coupe-vent. Dans ces endroits, des vents puissants balaient la neige en exposant une glace bleu vif. Au lieu de fondre, cette glace ancienne peut directement se transformer en vapeur d'eau. Et c'est ainsi que l'on peut découvrir des météorites qui, autrement, resteraient cachées. Mais il faut se dépêcher. Les météorites à la surface disparaissent rapidement. Même lorsque les températures sont nettement inférieures au point de congélation, les roches peuvent encore absorber une partie de la chaleur du soleil et faire fondre la glace. C'est comme si elles créaient des tunnels souterrains, ou sous-glaciaires, s'enfonçant et se dérobant à la vue de tous. Quelque temps plus tard, le régel ferme les entrées de ces tunnels, emprisonnant les météorites et rendant toute découverte impossible. Les scientifiques admettent qu'il est très difficile de trouver des méthodes efficaces pour repérer les météorites. Et si nous ne nous dépêchons pas de mettre au point de bonnes techniques, nous risquons de perdre entre 80 000 et 250 000 roches spatiales au total. Il n'est donc pas étonnant que les scientifiques se soient donnés pour mission de trouver davantage de météorites. Ils se concentrent sur les zones d'échouage. Il s'agit d'endroits où les météorites s'accumulent à la surface en raison des caractéristiques géologiques, de l'écoulement de la glace et des conditions climatiques. Comme vous le savez déjà, vous pouvez trouver des météorites sur la glace bleue sans couverture neigeuse. Les météorites sont donc faciles à repérer. Mais trouver ces points chauds relève souvent du pur hasard. Ou alors, il faut passer des journées entières à éplucher des cartes et des images satellites pour tenter de repérer les zones de glace bleue situées à proximité des stations de recherche. Permettez-moi de vous présenter Veronica Tolenar, glaciologue de formation, ainsi que son équipe. Ils sont passés à la vitesse supérieure en élaborant une carte intelligente de l'Antarctique. Pour ce faire, ils ont eu recours à l'apprentissage automatique et aux données satellitaires de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne et d'autres organismes. Cette carte met en évidence les zones où des météorites pourraient se cacher, sur la base de découvertes antérieures et de toutes sortes de données relatives au climat et à la glace. Apparemment, les meilleurs endroits pour trouver des météorites se trouvent aux abords du continent et près des montagnes recouvertes de glace bleue. Malheureusement, il n'y a pas que la glace bleue qui compte. La température et la vitesse d'écoulement de la glace sont également très importantes. Par exemple, si la glace s'écoule trop rapidement, les météorites sont emportées avant de pouvoir s'accumuler. Si vous voulez trouver une météorite, il vous faut donc des conditions très précises. La température de surface doit rester inférieure à moins 9 degrés Celsius presque tout le temps. Sinon, les météorites coulent. Vous pouvez commencer à chercher près des collines d'Alan. Oui, c'est là que notre amie ALH a été découverte. Cette région est une sorte de mine d'or pour les météorites, avec plus de 1000 découvertes. Mais il y a des endroits encore plus prometteurs, comme les montagnes de Fimbulaimen, où personne n'a encore fait de recherche. Vous serez peut-être le premier. Quoi qu'il en soit, grâce à cette nouvelle carte, les chercheurs ont mis au point un classement des meilleurs endroits pour la chasse aux météorites, ce qui permettra de mieux cibler les futures sorties sur le terrain. Et comme de nombreuses régions de glace bleue sont encore inexplorées, il y a des tonnes de météorites qui n'attendent que vous pour être découvertes. Alors, qu'attendez-vous ? Tu sais, la NASA n'explore pas seulement les étoiles, les planètes, les galaxies et les trous noirs. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. L'agence américaine fait aussi des découvertes ici, sur notre planète. Alors, qu'est-ce que la NASA a découvert récemment ? Y a-t-il de la vie sous la glace ? Après avoir analysé des données, ils ont révélé que quelque chose d'incroyable se cachait sous la glace de l'Antarctique. Et cette découverte ne change pas seulement tout ce que nous savions sur l'ensemble du système hydrique de la Terre, mais elle pourrait aussi aider dans nos recherches sur la vie dans l'espace. L'existence de l'humanité pourrait dépendre de notre compréhension de l'Antarctique et de ses secrets.
Ces récentes découvertes révèlent donc des informations vitales pour notre survie. Mais avant de continuer, voyons ce que tu sais de cet endroit où tout n'est que glace à perte de vue. L'Antarctique est l'un des 7 continents de la planète, situé dans l'hémisphère sud. C'est le 5e plus grand continent en termes de superficie totale. Cela signifie qu'il fait presque 2 fois la taille de l'Australie. Tu veux voir de vrais météorites? Va en Antarctique. Grâce à son climat sec, l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer l'espace. Mais ce qui est encore mieux, c'est que tu peux trouver des météorites dans la surface blanche du continent. Les scientifiques ont déjà extrait environ 45 000 météorites de la glace. Et ils pensent en avoir détecté au moins 300 000 autres. Comme il n'y a pas beaucoup de roches sur ce continent, il est assez facile pour eux de les repérer grâce à leur couleur sombre. L'environnement sec et désertique de l'Antarctique favorise aussi leur préservation, même celles qui sont tombées sur Terre il y a plus d'1 million d'années. Et peux-tu imaginer une activité volcanique en Antarctique? Difficilement. Pourtant, c'est bien l'endroit où le feu rencontre la glace. C'est en Antarctique occidentale que l'activité volcanique est la plus importante. Les scientifiques ont récemment découvert qu'il existe 138 volcans rien que dans cette partie du territoire. Eh oui! Tu crois probablement qu'il fait toujours très froid en Antarctique, mais non. Ces régions côtières peuvent atteindre une température de 10 degrés Celsius. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait l'Antarctique s'il n'y avait pas de glace? Cela peut sembler inimaginable maintenant, mais ce continent n'a pas toujours été recouvert de glace. D'accord, c'était il y a 34 millions d'années. Donc jusqu'à présent, personne ne pouvait savoir à quoi ressemblerait sa surface sans la glace. Mais la NASA a remédié à cela. Ils ont créé des simulations informatiques et ont dressé la carte la plus précise du continent à ce jour. Et ce qu'ils y ont vu est incroyable. Le continent n'est pas du tout plat comme on le croyait auparavant. Il est plutôt bosselé avec des vallées, des plaines ondulées et de hautes montagnes. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils ont découvert sous la glace de l'Antarctique. Alors, qu'est-ce que c'est? Roulement de tambour, s'il vous plaît. La NASA a trouvé 2 nouveaux lacs subglaciaires. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils ont repéré ces lacs depuis l'espace. Comment est-ce possible? Si ta réponse est grâce à des satellites high-tech, alors tu as raison. En 2003, la NASA a lancé un satellite appelé IceSat, qui a mesuré la masse de la calotte glaciaire et la hauteur des nuages et des aérosols. Le satellite a aussi permis de créer cette carte de l'Antarctique sans glace. En 2010, l'Agence spatiale européenne a lancé un 2e satellite, Cryosat 2. Son objectif, suivre les changements d'épaisseur de la glace. Puis, en 2018, la NASA en a lancé un 3e, IceSat 2, pour prendre la relève d'IceSat. Il a mesuré l'élévation de la calotte glaciaire et l'épaisseur de la glace de mer. Il s'agissait du laser d'observation de la Terre le plus avancé de la NASA. Il a fourni des données de la plus haute précision. Et lorsque ces données ont été combinées avec celles des autres satellites, il a été possible de repérer ces 2 nouveaux lacs près de 2 autres de plus grande taille. Mais d'abord, comment est-il possible que ces lacs existent? L'épaisseur moyenne de la plupart des glaces de l'Antarctique est d'environ 1,9 km. Cependant, elle peut atteindre plus de 2,8 km d'épaisseur à certains endroits, surtout en hiver. On pourrait donc se dire qu'il n'y a rien en dessous. Mais la science nous dit le contraire. Ce n'est pas vraiment visible à l'œil nu. Pourtant, la glace du continent s'écoule lentement, mais constamment, et ce dans différentes directions sous la pression de sa propre masse. Mais pendant de nombreuses années, les scientifiques ne comprenaient pas comment l'eau se déplaçait. Cela a commencé à changer en 2007, lorsque les données recueillies par l'IceSat ont permis de comprendre ce qui se cache sous la surface. Ils ont découvert pour la première fois un réseau de lacs d'eau de fonte, tous connectés sous les courants de glace rapide de l'Antarctique. Et il y en avait des centaines. La glaciologue Hélène Amanda Fricker de la Scripps Institution of Oceanography a émis l'hypothèse que les changements d'élévation mesurés par l'IceSat se produisaient en raison de la dynamique de ces lacs. Ils ne retenaient pas l'eau de fonte de façon statique. Au lieu de cela, ils se remplissaient et se vidaient continuellement au fil du temps grâce à un système de canaux. Et au fur et à mesure, la glace au-dessus se soulevait et s'effondrait. Mais où allait toute cette eau? Dans l'océan, bien sûr. Et il s'en écoule beaucoup.
Une étude récente, coécrite par Fricker, a révélé que l'écoulement des eaux d'un lac déverse pas moins de 750 milliards de litres dans l'océan en seulement 3 jours. D'innombrables mystères concernant les phénomènes naturels attendent encore d'être résolus. Mais la découverte de ces 2 nouveaux lacs donne aux scientifiques une meilleure idée de la vitesse à laquelle la calotte glaciaire de l'Antarctique se modifie à mesure que le climat se réchauffe, ainsi que de la façon dont cela affecte les courants océaniques et l'élévation du niveau de la mer. Le cycle de remplissage et d'écoulement des lacs provoque également des fissures et des crevasses sur la couche de glace. Les informations que les chercheurs trouveront dans ces nouveaux lacs leur permettront donc de mieux comprendre ce qui se passe à la surface de la glace. Ils pourront aussi évaluer comment ce système de remplissage et d'écoulement influence la vitesse à laquelle la glace glisse dans les océans et les mers. Et cela signifie qu'ils pourront évaluer comment l'eau douce ajoutée peut modifier les écosystèmes marins. Cette découverte peut également nous permettre de savoir si la vie existe sous la glace. Génial! Les scientifiques ont foré à environ 1068 mètres dans la glace et ont découvert que les échantillons d'eau prélevés dans l'un des lacs contenaient environ 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Un nombre aussi élevé de vie bactérienne est un bon signe, car cela signifie que les eaux glacées pourraient aussi abriter ces formes de vie plus développées, comme des micro-animaux. Et l'un de ces nouveaux lacs pourrait même être l'endroit où ils vivent. Mais le plus fascinant, c'est que ces nouveaux lacs pourraient les aider à comprendre si la vie est possible sur d'autres planètes. Les scientifiques pensent que la vie sous la surface gelée de la planète Mars, s'il y en a, pourrait correspondre au modèle observé dans les lacs de l'Antarctique. Il est donc possible qu'ils trouvent de nouvelles informations cruciales sur le type de vie qui a pu exister sur la planète rouge. Mais les hivers y sont plutôt rudes. La température la plus basse sur Terre est de moins 89,2 degrés Celsius. En 2010, la température est même tombée à moins 93,2 degrés Celsius. Et le ressenti de ce froid est bien pire en raison des vents forts et secs. Savais-tu que la superficie de la glace de l'Antarctique change aussi tout au long de l'année ? Elle fait environ 3 millions de kilomètres carrés en été. Mais en hiver, elle atteint 19 millions de kilomètres carrés. Pourtant, malgré ces changements, elle reste le plus grand morceau de glace existant sur Terre. Désolé l'Arctique, c'était bien tenté. Tu as déjà vu des manchots ? Eh bien, ces animaux sont les maîtres des lieux, car il n'y a pas de peuple indigène en Antarctique. C'est un no man's land, et aucun pays ne le possède. Sa véritable population est constituée de 5 espèces différentes de manchots, de phoques et d'orques. Malgré les conditions difficiles sur ce continent, tu peux aller y pêcher en touriste et y faire des recherches. Environ 5000 personnes résident sur le continent pendant l'été dans des stations de recherche. Mais quand l'hiver arrive, ce nombre diminue bien entendu, jusqu'à un petit millier. Enfin, la couche de glace de l'Antarctique représente 70% des réserves en eau douce de la planète. Imagine ce qui se passerait si elle fondait. Le niveau des mers, partout dans le monde, augmenterait de près de 60 mètres. L'avion s'est brisé en 3 gros morceaux et s'est écrasé sur le flanc d'une colline, projetant des fragments sur le sol enneigé. Les ailes ont été arrachées et le corps principal de l'appareil s'est scindé en 2 parties. Des flammes crépitaient sur ce qui restait de l'avion. 7 des 9 membres d'équipage avaient survécu à l'accident. Ils faisaient tous partie d'une mission américaine de 1946 visant à cartographier le continent antarctique. 13 navires, 23 avions et 4700 personnes avaient été mobilisés pour cette mission. Ils n'avaient que les 2 mois d'été pour travailler. Après ça, la météo serait trop mauvaise. L'USS Pine Island avait emmené 3 hydravions. L'un d'eux, le George I, avait un équipage de 9 personnes. Ils avaient effectué une première mission de 10 heures. Plus tard, au moment du second vol, le temps s'était dégradé, avec une mer houleuse et une faible visibilité. Mais ils avaient décidé de tenter leur chance et de voler quand même. Ce devait être une aventure extraordinaire, et même le capitaine du Pine Island s'était joint à l'expédition. Le pilote, Ralph Frenchy, le blanc, était très expérimenté, et ne s'inquiétait pas des conditions météorologiques. L'avion était attaché à de petits bateaux, mais les vagues étaient si fortes que les câbles qui le retenaient endommageaient sa carrosserie métallique. Les membres de l'équipage durent attacher 4 boosters spéciaux, appelés bouteilles de décollage assisté, pour aider l'avion à décoller. Il y parvint après une course d'environ 8 km, mais se retrouva directement dans une violente tempête de neige. James Roby,
Robbins n'avait que 19 ans à l'époque, mais il avait déjà 1500 heures d'expérience en tant qu'opérateur radar à bord de ce type d'hydravion. Il avait déjà réussi à voler pendant 9 heures à travers un épais brouillard et des nuages au Groenland, et il avait donc confiance en ses capacités. Le radar indiquait une chaîne de montagnes à une trentaine de kilomètres devant eux, ainsi que des icebergs qui s'étendaient à perte de vue, et tout était correct. Mais ils devaient voler à basse altitude pour prendre des photos afin d'établir des cartes, ce qui était impossible par mauvais temps. Le pilote décida donc de faire demi-tour pour retourner au navire. Soudain, l'avion heurta quelque chose. Sur le moment, ils ne surent pas de quoi il s'agissait, mais plus tard, ils réalisèrent que c'était une crête enneigée qui ne pouvait pas être vue sur le radar. La puissante secousse choqua tout le monde à bord. Le pilote et le copilote s'empressèrent de pousser les commandes de l'avion pour tenter de le redresser. Mais quelques secondes plus tard, le réservoir de carburant situé à l'avant de l'appareil explosa. L'effondrement d'une crête avait probablement fissuré l'un des réservoirs, ce qui avait entraîné une fuite de gaz. Les vapeurs de gaz avaient dû être enflammées par une étincelle électrique ou par les moteurs chauds de l'avion. L'explosion fut si forte que l'avion se brisa en 3 parties. Le pilote blessé se retrouva coincé à l'envers dans la partie avant de l'avion en feu. D'autres hommes furent également gravement blessés. Certains rampèrent hors de l'épave. D'autres avaient été projetés dans la neige lors du crash. La plupart ne se souvenaient même pas de la détonation ou de l'impact. L'équipage réussit à sortir le pilote coincé de l'épave et à l'installer dans un sac de couchage à l'intérieur de la partie arrière de l'avion. Ils essayèrent également d'aider Frederick Williams, qui était gravement blessé. Ils le placèrent sur un débris pour qu'il ne bouge pas et l'enveloppèrent dans des couvertures pour qu'il reste au chaud. Malheureusement, même s'ils firent de leur mieux pour le soigner, Williams décéda quelques heures plus tard. Le navigateur et l'opérateur radio ne survécurent pas non plus à l'accident. Les 3 membres de l'équipage n'avaient aucune seule couverture, alors ils se relayèrent pour rester au milieu, là où il faisait plus chaud. Les 3 premiers jours, le temps était vraiment mauvais. Il neigeait beaucoup et le ciel était très sombre et nuageux. L'équipe entreprit ensuite de fouiller l'épave à la recherche de quelque chose d'utile. Près de ce qui était la partie arrière de l'avion, ils trouvèrent 3 grandes boîtes de pemmican. Il s'agit d'une sorte de nourriture d'urgence qui contient tout ce dont vous avez besoin pour rester en bonne santé. Mais ce n'est pas la nourriture la plus délicieuse sur Terre. Chaque boîte contenait une centaine de gobelets en papier remplis de cet aliment spécial. Mais ils découvrirent quelque chose de plus appétissant dans les rations de vol. Il y avait des steaks, des pommes de terre, des légumes en conserve, du pain, du beurre, du sel, du poivre, du sucre, du lait en conserve, quelques biscuits et même 2 grosses boîtes de beurre de cacahuètes. Ils avaient assez de nourriture pour tenir un certain temps, et ils pensaient que le pemmican leur permettrait de passer le long et sombre hiver si nécessaire. Toute la nourriture fraîche était cachée dans la neige, à l'endroit où se trouvait la cuisine, et ils durent la déterrer. Ils récupérèrent la plus grande partie du sucre en léchant la neige afin d'en reconnaître le goût. L'équipage trouva également un petit réchaud à 2 feux dans les fournitures d'urgence, mais il n'y avait pas de carburant. Heureusement, il en restait dans les réservoirs de l'avion, et l'équipage puisa donc dans l'une des conduites, ce qui lui permit de disposer d'une quantité de carburant suffisante pour durer un certain temps. Ils laissèrent les brûleurs allumés en permanence pour faire fondre la neige et remplir les 2 ou 3 réservoirs d'eau d'une contenance de 15 à 18 litres chacun. Il leur fallait 15 ou 20 pots de neige pour remplir un seul gobelet d'eau. Au bout de 3 jours, le temps s'améliora. Le ciel était dégagé et le soleil brillait. De là où ils se trouvaient, ils pouvaient voir l'océan en bas de la colline. En explorant l'épave, ils trouvèrent d'autres sacs de couchage, un appareil photo avec une pellicule et d'autres fournitures comme un traîneau et un radeau de sauvetage pour 9 personnes. Les jours passaient et le soleil ne se couchait jamais. Les énormes mouettes affamées qui traînaient juste à côté de l'épave commençaient à taper sur les nerfs de tout le monde. Pour se distraire un peu, l'équipage joua à un ancien jeu de la marine, appelé Salvo. Il s'agit d'un jeu de bataille navale pour 2 joueurs, dans lequel votre tâche consiste à trouver et à vaincre tous les navires de votre rival. Ils prirent également des photos de tout le monde, ainsi que de l'épave sous différents angles, à l'aide d'un appareil photo Brownie Box qui se trouvait dans l'avion. L'homme radar peignit les noms des membres de l'équipage décédés en grosses lettres jaunes sur les ailes de l'avion, afin que les sauveteurs sachent ce qui s'était passé. Le 13e jour, un avion de sauvetage arriva enfin. Tout le monde cria, fit des signes et tout ce qu'il pouvait pour attirer l'attention du pilote. Mais l'avion ne s'arrêta pas et continua sa route. 2 heures plus tard, il revint, et Robbins, pressé, jeta du carburant sur un tas de matériaux inflammables et y mit le feu.
La détonation fut si puissante qu'elle lui brûla les sourcils, mais ça fonctionna. L'avion vira et se dirigea vers eux, agitant ses ailes pour montrer qu'il les avait vus. Le pilote largua une note attachée à un poids. Elle disait « Si vous pouvez marcher jusqu'au lac, faites un cercle. Sinon, formez une ligne droite. » Le lac se trouvait à 16 km. Mais ils savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de s'y rendre. Et ils tracèrent donc un cercle, signalant qu'ils étaient prêts à être secourus. Puis ils se mirent au travail. Ils entassèrent des sacs de couchage sur un traîneau et placèrent le pilote blessé dessus. Robbins récupéra une boussole de l'avion et l'attacha au guidon du traîneau pour les aider à se repérer. 3 hommes tirèrent le traîneau, tandis qu'un 4e marchait derrière pour s'assurer qu'il restait sur la bonne voie. La neige était si épaisse qu'il s'enfonçait souvent jusqu'à la taille. Le voyage ne devint plus facile que lorsque la terre apparut sous leurs pieds. Il leur fallut 24 heures pour parcourir les 16 kilomètres qui les séparèrent de la rive. Alors qu'ils s'approchèrent du lac, un épais brouillard tomba et ils ne purent pas voir l'avion de sauvetage. Alors le pilote démarra les moteurs et l'équipage suivit le bruit de l'avion. Bientôt, 2 sauveteurs arrivèrent sur un radeau pour les aider à pagayer jusqu'à l'avion qui les attendait. Ils montèrent à bord et regagnèrent leur navire, l'île de la Pinède. Tous les survivants furent transportés à bord de l'USS Philippine Sea et rentrèrent ensuite chez eux. Pour 6 des 9 hommes qui s'étaient écrasés sur l'île de Thurston, la vie a continué. La plus grande région volcanique sur Terre n'est pas en Afrique ni au Japon, mais sous la glace de l'Antarctique. Les scientifiques ont découvert 138 volcans dans sa partie occidentale, et si jamais ils se déchaînent, vous le remarquerez sûrement. Ils pourraient y faire fondre d'énormes quantités de glace qui se déverseraient dans l'océan, en augmenteraient le niveau et rendraient notre planète inhabitable pour les humains. Mais avant que vous ne fassiez vos bagages pour vous envoler vers une autre planète, écoutez-moi. Actuellement, seulement 2 des volcans de l'Antarctique sont officiellement classés comme actifs. Et il faudrait toute une série d'éruptions, décennie après décennie, pour qu'ils aient un impact sérieux sur le monde entier. Le mont Erebus, l'un de ces 2 volcans actuellement en activité, porte fièrement le titre de volcan actif le plus austral du monde. Il est en éruption continue depuis au moins 1972. Il émet des panaches de gaz et de vapeur, et parfois, il expulse même des roches. Les scientifiques appellent ça des éruptions stromboliennes. L'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes est un lac de lave, situé dans l'un de ses cratères sommitaux, avec des matériaux en fusion à la surface. De tels lacs sont assez rares, car certaines conditions sont nécessaires pour que leur surface ne gèle jamais. Le second volcan actif est l'île de la Déception, une masse de terre en forme de fer à cheval. C'est la caldeira d'un volcan actif qui est entré en éruption pour la dernière fois il y a plus de 50 ans. Les scientifiques qui le surveillent disent qu'il ne devrait pas se réveiller de sitôt. L'Antarctique est également le théâtre de régulières fumerolles. Il s'agit d'émanations de gaz et de vapeur volcanique. Dans les conditions adéquates, les crevasses peuvent expulser suffisamment de matériaux pour ériger des tours de glace de 3 mètres de haut. Les scientifiques surveillent les volcans de l'Antarctique avec des sismomètres qui se mettent en marche lorsque la Terre commence à trembler à cause de l'activité volcanique. Parfois, ils utilisent également des technologies plus complexes, mais les opérations sont toujours difficiles en raison de la distance de cette région polaire et des moyens qu'il faut mettre en œuvre pour s'y rendre. C'est pourquoi personne ne peut prédire quand l'un des volcans du continent, actuellement endormi, entrera en éruption. Nous pourrions savoir à quoi ressemblerait un tel réveil si nous analysions ce qui s'est passé il y a près de 20 000 ans. Mais le faisons-nous ? L'un des volcans endormis de l'Antarctique, le mont Takahe, a autrefois connu une série d'éruptions et émis une bonne quantité d'halogènes riches en ozone. Certains scientifiques disent que ces événements ont réchauffé l'hémisphère sud. Les glaciers auraient commencé à fondre, et cela aurait contribué à mettre fin à la dernière ère glaciaire. Pour que ces événements se répètent, il faudrait à nouveau une série d'éruptions avec émission d'halogènes provenant d'un ou de plusieurs volcans se trouvant au-dessus de la glace. C'est un scénario peu probable, mais comme cela s'est déjà produit dans le passé, ce n'est pas complètement impossible. Quant aux volcans cachés sous une épaisse couche de glace, on pense que leur gaz aurait du mal à atteindre l'atmosphère. Cependant, ils seraient suffisamment puissants pour faire fondre d'énormes cavernes et produire d'importantes quantités d'eau de fonte. La nappe glaciaire de l'Antarctique occidental est humide et n'est pas attachée à sa base. Cette eau de fonte agirait donc comme un lubrifiant et mettrait rapidement en mouvement la glace qui la recouvre. Le volume d'eau qu'un volcan de cette taille pourrait produire ainsi n'est rien,
comparé au volume de glace qui le surplombe. Ainsi, une seule éruption ne ferait pas de différence. Cependant, avec plusieurs éruptions de volcans situés près ou sous les grands courants de glace de l'Antarctique occidental, ce serait une autre histoire. Ces courants de glace sont des rivières qui transportent une grande partie de l'eau de l'Antarctique vers l'océan. Si elles modifiaient leur vitesse et apportèrent des quantités inhabituelles d'eau dans l'océan, son niveau monterait. À mesure que la glace deviendrait de plus en plus fine, il y aurait de plus en plus d'éruptions. Les scientifiques appellent ça un effet d'emballement. Un phénomène similaire s'est produit en Islande. Le nombre d'éruptions volcaniques a augmenté lorsque les glaciers ont commencé à reculer à la fin de la dernière période glaciaire. Pour que des changements massifs se produisent, il semblerait donc que plusieurs volcans situés au-dessus de la glace et contenant des gaz riches en halogène doivent devenir actifs dans un laps de temps assez bref et rester puissants pendant des dizaines voire des centaines d'années. L'Antarctique contient environ 80% de toute l'eau douce du monde. Et si toute cette glace fondait, le niveau global des mers augmenterait de près de 60 mètres. Et nous n'aurions plus qu'à chercher une nouvelle planète où vivre. Mais ce scénario est peu probable. Il est plus probable que des éruptions sous-marines lubrifient les flux de glace et envoient des masses d'eau dans l'océan. Mais ce ne serait pas la fin du monde. Un supervolcan extrêmement puissant et furieux pourrait y parvenir, et cela s'est déjà produit par le passé. Il y a plus de 200 millions d'années, le monde a connu une transformation majeure, avec non pas une, ni deux, mais 4 éruptions volcaniques massives. La province magmatique centra-atlantique s'est trouvée en éruption continuelle pendant 600 000 ans. C'était à Wrangellia, une grande masse de terre et jadis un volcan supermassif s'étendant sur ce qui est aujourd'hui le territoire de la Colombie-Britannique et de l'Alaska. Mais ce n'est ni la lave ni les cendres volcaniques qui ont dévasté l'environnement. L'éruption a fait exploser les niveaux de carbone. La planète n'a plus jamais été la même après ça. Cette activité volcanique aurait permis aux dinosaures de devenir les géants que nous avons découverts dans Jurassic Park. Elle aurait déclenché une saison des pluies de 2 millions d'années et rendu la planète chaude et humide. Les dinosaures ont adoré. Les chercheurs ont creusé profondément dans les couches sédimentaires, sous un ancien lac en Asie pour découvrir ses secrets. Ils ont trouvé des traces de cendres volcaniques et de mercure, des signes évidents de ces éruptions. Ils ont également pu confirmer les grandes augmentations des niveaux de dioxyde de carbone. Cela aurait rendu l'atmosphère torride, et la pluie s'est mise à tomber abondamment. La mauvaise nouvelle, c'est qu'une autre éruption comme celle-ci pourrait se produire. Le supervolcan situé sous le parc national de Yellowstone dort depuis près de 70 000 ans. Mais s'il se réveillait, ce serait bien plus catastrophique que l'éruption du mont Saint-Helens en 1980. On la considère comme l'éruption volcanique la plus désastreuse de l'histoire des États-Unis. Elle s'est produite après 2 mois de tremblements de terre et d'injections de magma, qui ont affaibli puis détruit toute la face nord de la montagne. La colonne éruptive s'est élevée à plus de 24 000 mètres dans l'atmosphère et a répandu des cendres sur 11 États américains et plusieurs provinces canadiennes. Et la dernière éruption de Yellowstone fut 1000 fois plus grande que celle-ci. Le sol de Yellowstone repose sur un point chaud, composé de roches fondues et semi-fondues. Ce magma s'écoule au-dessous du parc, à environ 8 km de profondeur, et fait s'enfler le sol comme un ballon. Mais lorsque le magma refroidit, le sol retourne à son état habituel. Les volcanologues surveillent cette activité depuis un siècle. Ils ont remarqué que le sol s'était soulevé d'environ 25 cm, il y a une vingtaine d'années, mais que depuis 2010, il redescendait. Les experts disent que nous n'avons pas à craindre de grandes éruptions prochainement. La fin du monde n'est donc pas pour demain. Mais une certaine activité souterraine retient actuellement l'attention des scientifiques. Comme les humains n'ont pas été témoins de tout ce qui a pu se passer à Yellowstone, il est plutôt difficile de dire avec certitude ce qui se mijote là-dessous. Yellowstone a connu quelques grandes éruptions au cours des quelques derniers millions d'années. Elles se sont produites avec une grande régularité, avec des intervalles de 6 à 800 000 ans. La dernière grande éruption a eu lieu il y a environ 640 000 ans, et elle a véritablement remodelé tout le paysage, dispersant des cendres et des débris jusqu'en Louisiane. Il est toujours possible d'en voir les conséquences dans la caldeira de Yellowstone. Les experts disent qu'une éruption massive comme celle-ci est un scénario peu probable. Il est plus probable que nous assistions à des éruptions de vapeur et d'eau chaude ou, au pire, à des coulées de lave. Mais quand et avec quelle force cela se produira reste un mystère pour les scientifiques.
Ces taches sombres sur la calotte glaciaire du Groenland ne sont pas de simples imperfections. Chaque été, la glace, d'ordinaire d'une blancheur éclatante, se teinte de gris dans certaines zones. Cette zone sombre, longtemps restée un mystère, a révélé son secret lorsqu'on a découvert que cette transformation étrange était due à l'apparition d'algues aux teintes rouges, vertes et brunes. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que cette prolifération d'algues ne cesse de croître. La zone sombre s'assombrit davantage, et l'apparition de microbes inquiétants pourrait bientôt suivre. Il est désormais impératif que le reste du monde s'en inquiète. La calotte glaciaire du Groenland, véritable géant de glace, recouvre environ 80% de l'île et abrite près de 8% des réserves mondiales d'eau douce sous forme de glace. Pendant la majeure partie de l'année, elle s'étend telle une vaste étendue immaculée. Cependant, à l'arrivée de l'été, lorsque les températures augmentent, des changements commencent à apparaître. La fonte de la glace dévoile des affleurements rocheux sur la côte, tandis qu'en progressant plus en profondeur vers l'intérieur des terres, la glace blanche autrefois uniforme devient plus sombre. Cette zone, d'environ 400 km de long et 100 km de large à son point le plus étendu, présente ce phénomène intrigant pour deux principales raisons. La première cause est liée au carbone noir. À l'image de la poussière qui s'accumule sur vos meubles, la calotte glaciaire du Groenland subit un processus similaire. Le vent transporte des particules de poussière et de suie jusqu'à ces régions glacées. Mais contrairement à votre mobilier, impossible d'éliminer cette accumulation d'un simple coup de chiffon. Sur les glaces du Groenland, ce mélange de particules fines s'installe pour des millénaires. Ainsi, cette zone sombre est recouverte d'une fine couche de poussière accumulée au fil du temps. En 2014, des chercheurs ont étudié ce dépôt et constaté que les régions les plus sombres de la glace contenaient une concentration élevée de carbone noir. Ce carbone noir ne s'est pas formé par hasard. En réalité, il est issu principalement des fumées générées par d'anciens incendies de forêt au nord du Canada et en Alaska. Comme on peut s'en douter, le carbone noir étant lui-même de couleur foncée, il provoque un obscurcissement de la surface de la glace. La deuxième cause majeure de la transformation estivale de la calotte glaciaire concerne les algues mentionnées plus tôt. Il s'agit principalement de deux espèces, l'Ancylonema alaskana et l'Ancylonema nordenskioldi. Ces algues affectionnent particulièrement les environnements d'eau froide. Durant l'hiver, elles entrent dans un état de dormance et restent profondément enfouies dans la glace, attendant des conditions favorables pour réapparaître. Lorsque le printemps arrive, ces algues commencent progressivement à remonter à la surface. À l'approche de l'été, elles sont prêtes à fleurir et à profiter de presque 24 heures de lumière solaire chaque jour pour effectuer la photosynthèse et croître. En temps normal, ces algues affichent une teinte verte, mais une fois exposées au soleil, elles se teintent de brun, ce qui constitue une méthode naturelle de protection contre les rayons ultraviolets nocifs. Ce changement de couleur contribue également à l'assombrissement des glaces du Groenland. Jusqu'à présent, ce comportement était normal. Ce qui est véritablement préoccupant, c'est que les floraisons d'algues augmentent en taille chaque année. Ce phénomène s'explique par le fait qu'elles prospèrent grâce au phosphore, un nutriment abondant dans cette région, provenant d'un minéral appelé hydroxyapatite. Ce dernier se retrouve dans une roche qui se décompose en minuscules particules de poussière, transportées par le vent à travers la glace. Avec le réchauffement climatique, les roches deviennent plus sèches et des vents plus puissants soulèvent davantage de poussière. Cette augmentation entraîne plus de phosphore, favorisant ainsi une croissance accrue des algues. Vous saisissez ? Il s'agit d'un cycle qui s'aggrave d'année en année. L'étude de ce phénomène est donc essentielle pour comprendre pourquoi la zone sombre continue de s'étendre. Entre 2000 et 2012, sa superficie a crû de 12%. Vous vous interrogez peut-être sur la gravité de cette situation. Après tout, n'est-ce pas simplement de la glace qui devient plus sombre ? Eh bien, pas tout à fait. Pensez à votre aversion à porter des vêtements noirs par une journée chaude et ensoleillée. Ceux-ci absorbent la chaleur et vous font suffoquer. Cela s'explique par le fait que les surfaces sombres captent davantage de lumière solaire. Il en va de même pour la glace. Ensemble, la poussière, le carbone noir et les floraisons d'algues sont responsables d'environ 70% de la variabilité de l'albédo sur la calotte glaciaire du Groenland. L'albédo est un terme technique qui désigne la capacité d'une surface à réfléchir la lumière. Si l'on compare deux surfaces, l'une blanche et brillante, l'autre sombre et rugueuse, la surface blanche reflètera une grande quantité de lumière et de chaleur, ce qui lui conférera un albédo élevé. À l'inverse, la surface sombre absorbera plus de lumière et de chaleur.
ce qui résulte en un albédo faible. Durant l'été, la calotte glaciaire du Groenland subit une diminution de son albédo. Cela signifie que la glace capte davantage de lumière solaire et lorsqu'elle en absorbe plus, elle fond plus rapidement que prévu. C'est pourquoi il est crucial de comprendre les dynamiques au sein de la zone sombre. Cela permet de prévoir la rapidité de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland et ses répercussions sur le reste du monde. La calotte glaciaire du Groenland est la deuxième plus vaste au monde, couvrant une superficie équivalente à celle de l'ensemble des terres américaines situées à l'est du fleuve Mississippi. Cette imposante masse de glace présente une épaisseur moyenne de 2,3 km. Mais hélas, le rythme auquel cette glace se perd a explosé. Dans les années 90, le Groenland perdait environ 25 milliards de tonnes de glace par an. Aujourd'hui, ce chiffre est monté à environ 234 milliards, soit près de 10 fois plus de glace fondue chaque année. Selon la NASA, si la totalité de la calotte glaciaire du Groenland venait à fondre, cela entraînerait une élévation du niveau des mers d'environ 7,40 mètres. Cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour les pays et les villes côtières à travers le monde. Les Pays-Bas pourraient être entièrement submergés, les Bahamas risqueraient d'être presque totalement anéantis, et de nombreuses îles des Philippines pourraient disparaître. Tout cela peut sembler une réalité lointaine, et il est vrai que la plupart des scientifiques estiment qu'il faudrait plusieurs centaines, voire des milliers d'années pour que la calotte glaciaire fonde complètement. Toutefois, il est important de comprendre que le Groenland n'a pas toujours été recouvert par cette épaisse couche de glace. Récemment, des chercheurs ont examiné attentivement des sédiments prélevés au fond d'un carottage de glace de plus de 3 km de profondeur, extrait du centre du Groenland. Ils ont découvert que le sol contenait des traces de bois de saule, des parties d'insectes, des champignons et même des graines de pavot. Ainsi, ces fossiles constituent nos premières preuves directes que la calotte glaciaire du Groenland a fondu dans un passé géologique récent, il y a environ 400 000 ans. À cette époque, le Groenland était recouvert d'un paysage de toundra verdoyante, peuplé d'insectes et de plantes. Cette découverte est à la fois fascinante et inquiétante, car elle indique que la calotte glaciaire s'est effondrée par le passé et pourrait être plus fragile que ce que les scientifiques pensaient initialement. Il y a également une autre inquiétude. Une étude récente a prélevé de l'eau de fonte à différents endroits de la calotte glaciaire du Groenland et a constaté que ces échantillons contenaient des centaines de milliers de microbes. L'inquiétude réside dans le fait que ces microbes pourraient être libérés dans l'océan à l'avenir. De plus, certaines études suggèrent déjà que les zones proches de l'écoulement important de l'eau de fonte glaciaire présentent un risque accru de transmission de virus à de nouveaux hôtes, notamment des animaux aux humains. Bien que les experts estiment que la probabilité qu'un virus menaçant pour l'humanité provienne des glaciers soit très faible, elle n'est pas nulle. En réalité, nous avons peu de connaissances sur les milliers d'espèces microbiennes vivant à la surface de la glace. Et il n'existe tout simplement pas suffisamment de données pour évaluer pleinement les dangers que pourraient représenter ces organismes. Tout cela peut sembler préoccupant, mais il n'y a pas lieu de paniquer pour l'instant. Il reste encore beaucoup à comprendre sur les facteurs qui assombrissent la calotte glaciaire du Groenland. Nous avons besoin de mesures plus précises concernant l'abondance relative de la poussière, des algues et du carbone noir, ainsi que d'une meilleure compréhension de l'impact potentiel de ces microbes sur nos vies. Plus nous acquérons de connaissances, mieux nous pourrons anticiper les événements à venir et nous préparer en conséquence. Des explosions étranges aux teintes bleues vives surgissent ça et là dans l'univers, captivant l'attention des astronomes. Ce phénomène rare et d'une puissance exceptionnelle porte un nom savant: transitoire, optique, bleu rapide. Curieusement, ce phénomène ne se comporte comme rien de ce que nous connaissons. Et les choses ont pris une tournure encore plus inattendue lorsque le dernier en date s'est produit dans une région improbable. Pour bien saisir ce qui s'est passé l'an dernier, il nous faut de remonter un peu dans le temps. Ce type d'explosion inhabituelle a été observé pour la première fois en juin 2018. L'éruption bleue, située à environ 200 millions d'années-lumière de la Terre, a été surnommée The Cow. Bien entendu, cet événement n'avait rien à voir avec une vache, mais il présentait une configuration insolite. À l'époque, cette explosion se distinguait comme l'événement le plus asymétrique jamais détecté par les astronomes, se déployant dans l'espace sous une forme aplatie semblable à celle d'une crêpe, contrairement à la forme sphérique attendue. Ce phénomène rappelle une supernova, une explosion cosmique courante qui survient lorsqu'une étoile épuise son carburant nucléaire
et s'effondre sous sa propre gravité. Cependant, les chercheurs ont relevé 3 distinctions majeures. Premièrement, ce phénomène est bien plus puissant qu'une supernova ordinaire. Lorsqu'il se manifeste, l'éclair bleu libère plus d'énergie qu'une galaxie entière composée de centaines de milliards d'étoiles comparables au Soleil. Deuxièmement, il est beaucoup plus rapide. L'explosion atteint sa luminosité maximale et disparaît en quelques jours, alors qu'une supernova peut nécessiter des semaines, voire des mois, pour disparaître complètement. Enfin, troisième différence, ces éclats bleus peuvent être d'une luminosité bien plus intense. Ces objets énigmatiques sont considérés comme le phénomène optique le plus lumineux connu dans l'univers. Mais contrairement à une supernova classique, il semble qu'aucun élément radioactif ne soit à l'origine de cette brillance. Cela implique donc que l'énergie provient d'une autre source. Mais la question demeure, de quelle source s'agit-il ? Les scientifiques sont encore loin d'avoir percé tous les mystères entourant ce phénomène. Depuis qu'il a été observé pour la première fois, des investigations approfondies sont en cours, et 15 télescopes à travers le monde scrutent en permanence le ciel pour le détecter. Depuis 2018, ces explosions extrêmes ont été observées environ 1 fois par an. Ainsi, bien qu'elles soient rares, elles ne sont pas aussi exceptionnelles qu'on pourrait le penser. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l'existence de ces transitoires optiques rapides. La plus plausible est qu'il s'agirait d'un résidu stellaire. Autrement dit, ce qui subsiste lorsqu'une étoile arrive à la fin de son cycle. Les 2 principaux candidats sont une étoile à neutrons, ou un trou noir, émettant des radiations à des vitesses proches de celles de la lumière. La théorie suggère qu'il s'agirait d'une étoile massive, bien plus imposante que celle qui donne naissance aux supernovas habituelles. Au moment où cette étoile commence à s'effondrer, il serait logique qu'elle laisse un trou noir derrière elle. Si cette étoile gigantesque refuse de quitter l'univers discrètement, elle pourrait former un disque d'accrétion tourbillonnant autour du trou noir, constitué de gaz, de poussière et d'autres matières. Ce disque pourrait projeter des jets de matière à des vitesses extrêmement élevées, semblables à de puissants jets cosmiques. Cela pourrait correspondre précisément à ce que nous observons sous la forme de ces brusques éruptions lumineuses. Cependant, cela reste une théorie parmi d'autres. La véritable cause de ces explosions demeure un mystère, nécessitant encore de nombreuses observations et analyses. Les chercheurs considèrent que comprendre un tel phénomène représente une véritable aubaine, car il s'agit là d'un résidu stellaire loin d'être inactif, mais au contraire en pleine effervescence. Depuis que ce phénomène a été repéré pour la première fois, toutes les occurrences similaires observées par nos télescopes se sont produites dans le même type de région. Autrement dit, ces explosions avaient toujours lieu dans les bras spiraux de différentes galaxies. Cependant, l'année dernière, la situation a changé. En avril 2023, le télescope spatial Hubble a surpris les scientifiques en capturant des images de ce même type d'explosion inhabituelle. Mais cette fois-ci, en plein milieu de l'espace intergalactique. Contrairement aux attentes, cette explosion ne s'est pas produite à l'intérieur d'une galaxie, mais dans l'espace entre 2 d'entre elles, à environ 50 000 années-lumière d'une grande galaxie spirale et à 15 000 années-lumière d'une plus petite. Cet événement a été baptisé The Finch. C'est bien notre veine. Alors que nous commencions à entrevoir des réponses, l'apparition du phénomène Finch dans une localisation aussi inattendue est venue bouleverser nos certitudes. Il se pourrait donc qu'il existe une autre explication. Suite à cette découverte, les spéculations ont rapidement émergé. L'une des hypothèses avancées suggère qu'il pourrait s'agir d'une collision entre 2 étoiles à neutrons se déplaçant loin de leur galaxie d'origine. Ces 2 astres auraient pu s'attirer en spirale pendant des milliards d'années avant d'entrer en collision. Lors de cette collision, elles auraient tant que produit une explosion 100 fois plus lumineuse qu'une supernova classique. Pour valider cette hypothèse, l'une des étoiles à neutrons devrait posséder un champ magnétique très puissant, ce qui amplifierait l'explosion. Une autre possibilité envisagée est que l'explosion résulte d'une étoile déchirée par un trou noir dont la masse représenterait entre 100 et 1000 fois celle du Soleil. Bien que de nombreuses questions demeuraient sans réponse, une chose est certaine. Le Finch est bel et bien un transitoire optique bleu rapide. Hormis l'emplacement inhabituel de son apparition, ce phénomène présente toutes les caractéristiques requises pour être classé ainsi. Une luminosité exceptionnelle et une vitesse fulgurante, avec une origine encore extrêmement difficile à élucider.
Par ailleurs, les observations des télescopes Gemini South, de l'Observatoire de rayons X Chandra et du radiotélescope Very Large Array ont confirmé cette classification. L'ajout de ces nouvelles données ne fait que compliquer davantage les efforts des chercheurs pour discerner un éventuel schéma dans cet ensemble de phénomènes. Le Finch n'est pas le seul phénomène inhabituel de cette catégorie. Revenons un an en arrière, en 2022. Une explosion bleue a été détectée en septembre, et elle a été surnommée le diable de Tasmanie. Comme les autres événements similaires, cette explosion bleue est apparue et s'est estompée très rapidement. Puis, un événement mystérieux s'est produit. Exactement 100 jours plus tard, les observateurs qui continuaient à suivre le phénomène ont eu droit à un cadeau de Noël anticipé, une nouvelle éruption, aussi brillante et fascinante que la première. Incroyable. Cela signifie que nous parlons de deux explosions étranges et similaires, survenues au même endroit et dans un laps de temps rapproché. C'était une première dans le domaine. Très vite, 13 télescopes à travers le monde, dont l'un équipé d'une caméra à haute vitesse, se sont focalisés sur le phénomène du diable de Tasmanie. En l'espace de 120 jours, ils ont réussi à capturer 14 autres impulsions lumineuses irrégulières. Cet exploit est d'autant plus remarquable qu'il prouve que, loin de se manifester une seule fois pour disparaître comme prévu, le diable de Tasmanie a continué à émettre des explosions d'énergie comparables à celles d'une supernova, à maintes reprises. Imaginez une telle puissance. Ce scénario continue de captiver la communauté scientifique, car il repousse les limites de la physique. Non seulement en raison de cette production d'énergie extrême, mais aussi à cause des éclats de courte durée. Pour vous donner une idée, ces éruptions lumineuses durent de 10 minutes à environ 4 heures. Et croyez-moi, à l'échelle de l'univers, c'est prodigieusement rapide. C'est la seule fois qu'une saison prolongée de cet événement a été observée. Toutefois, après réflexion, les avis au sein de la communauté scientifique sont partagés. D'un côté, certains pensent que le diable de Tasmanie pourrait être un événement totalement unique. De l'autre, il est possible que ce soit simplement la première fois que nos télescopes l'ont observé sous un angle aussi direct. Pour approfondir notre compréhension de ce phénomène, les scientifiques ont besoin d'étudier un plus grand nombre d'échantillons. Tous les espoirs reposent comme désormais sur le futur observatoire Vera C. Rubin, en cours de construction au Chili. Il sera équipé d'un télescope de 8 mètres de diamètre et de la plus grande caméra numérique jamais conçue pour ce type d'observation. Selon la NASA, cette technologie pourrait enfin apporter des réponses sur ces mystérieuses explosions bleues. Nous avons de quoi nous réjouir, car cela pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dans notre compréhension de l'évolution stellaire. 80% de ce qui se trouve au fond des océans nous est encore caché à ce jour. La raison, c'est que l'océan recouvre 70% de la surface de la planète et que nous n'avons donc accès qu'à une petite parcelle de celle-ci. Nous pouvons voir clairement jusqu'à environ 5 km de profondeur dans l'océan. Il n'est par conséquent pas surprenant que nos découvertes les plus récentes en matière de faune et de flore proviennent de l'océan. Il nous reste encore beaucoup de choses à explorer. Par exemple, cette nouvelle espèce de requin appelée Squalus clarkae. Ou encore le plus long animal jamais découvert, une méduse de 47 mètres de long sur laquelle nous sommes tombés un peu plus tôt cette année en Australie. Quelque part dans les mers de l'Arctique et de l'Antarctique, un phénomène étrange a été constaté et a déconcerté tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit des fleurs de givre, mais ce ne sont pas du tout des plantes, simplement des cristaux de glace. Le givre pousse sur les longues tiges des plantes qui parviennent à percer la fine couche de glace à la surface de la mer. Mais les fleurs de givre ne sont pas seulement composées d'eau, elles contiennent toute une variété de micro-organismes, ce qui fait d'elles de petits écosystèmes temporaires. Et tu dois savoir que les volcans ne se trouvent pas uniquement sur la surface visible de la Terre. Les volcans sous-marins sont tout aussi perturbateurs pour la faune qui les entoure. Si les données que nous avons jusqu'à présent sont correctes, l'océan posséderait les volcans les plus actifs de la planète. La plupart se trouvant en moyenne à 2600 mètres sous la surface. Les maelstroms, qui sont des tourbillons puissants et parfois dangereux, sont encore aujourd'hui une source de cauchemar pour de nombreux marins. Ce qui distingue un maelstrom des autres tourbillons, c'est sa taille et sa puissance extraordinaire. Sa violence est telle qu'il peut mettre en difficulté même les plus gros navires.
L'un des plus célèbres d'entre eux est le tourbillon de Naruto, et il se trouve près de l'île d'Awaji. Ces marées montent et descendent à une vitesse comprise entre 13 et 19 km/h 2 fois par jour, ce qui en fait l'un des plus rapides au monde. Le naufrage du Titanic est l'événement historique qui a rendu les icebergs célèbres, n'est-ce pas? Eh bien, parfois ces icebergs ont même des rayures colorées. Elles peuvent être brunes, noires, vertes, jaunes et bleues. Évidemment, on dit alors que ce sont des icebergs rayés, et leurs couleurs ont pour origine divers phénomènes naturels. Les rayures bleues, par exemple, apparaissent lorsque la glace fond et regèle très rapidement. S'il y a des rayures vertes sur l'iceberg, cela signifie probablement qu'il y a des algues quelque part à l'intérieur. Les couleurs plus terreuses, comme le brun, le jaune ou le noir, sont présentes pour d'autres raisons. Par exemple, les sédiments que l'eau de mer amasse, puis qui gèlent. En mars 2019, des scientifiques sont tombés sur l'un des phénomènes les plus déconcertants jamais observés dans la mer. Pendant l'exploration d'un volcan sous-marin, ils ont remarqué ce qui ressemblait à un petit lac, et qui était à l'envers. Il se trouvait à au moins 1980 mètres sous la surface. Si tu te dis que ça n'a aucun sens, tu as raison. Ce n'est en fait pas réel. Il s'avère que ce n'était rien de plus qu'une illusion d'optique, produite par le fluide contenu dans ces bassins. Ce fluide peut atteindre une température de 160 degrés et il est composé de substances chimiques très nocives, du soufre et des métaux par exemple, ce qui rend l'illusion possible. La plus grande chute d'eau du monde est elle aussi cachée sous l'eau. Elle se trouve sous le détroit du Danemark, dans une zone située entre l'Islande et le Groenland. S'il te poussait soudain des branchies de poissons et que tu plongeais sans problème pour respirer sous l'eau, tu pourrais admirer une série de cascades qui commencent à 610 mètres sous la surface et descendent jusqu'à une profondeur de 3050 mètres. En 2011, des chasseurs de trésors suédois ont découvert au fond de la mer Baltique un objet qu'ils ont décrit comme étrange et mystérieux. Il est de forme ovale avec une structure en escalier très surprenante. Le chef de l'équipe, ayant fait la découverte, a même affirmé qu'il avait dû être construit il y a des dizaines de milliers d'années, avant même l'ère glaciaire, et qu'il aurait fait partie de la mythique cité sous-marine de l'Atlantide. Les experts qui ont analysé l'objet pensent, quant à eux, qu'il s'agit d'un dépôt glaciaire ordinaire ou d'une autre formation naturelle, mais ils n'en sont toujours pas certains. La mer Noire n'est pas nommée ainsi par hasard. Située à l'extrême sud-est de l'Europe, elle dégage même une espèce de fumée, mais il s'agit là en réalité de vapeur s'élevant au-dessus de la mer. Cela se produit à cause de l'humidité. Elle neutralise les vents plus frais qui soufflent à la surface de l'eau, créant ce phénomène si particulier. Si tu regardes un jour la surface de l'océan pendant le coucher et le lever du soleil, tu auras peut-être la chance de voir des éclairs verts. Mais tu devras bien prêter attention car cela ne dure que quelques secondes. Ils se produisent à cause de l'effet prismatique naturel de l'atmosphère de la Terre. Au moment du coucher et du lever du soleil, la lumière qui vient de notre astre est dérivée en plusieurs couleurs. Et ce phénomène donne l'impression que c'est l'eau qui émet un flash vert. Les marées rouges se produisent très souvent, et même s'il n'y a pas lieu de paniquer lorsque tu en vois une, tu dois quand même faire attention. Le terme technique pour ce phénomène est efflorescence algale. Il se produit lorsqu'il y a une croissance ou une floraison rapide des algues dans les eaux de l'océan. À cause des substances chimiques que ces algues contiennent, cela peut être un problème pour les oiseaux et les mammifères, y compris les humains. Alors ne sois pas si pressé de sauter à l'eau si jamais tu vois cela. Les pieuvres et les calamars possèdent une particularité qui les distingue des autres créatures marines. Ils ont 3 cœurs. La Saint-Valentin est un jour très spécial pour eux. Cela ne les rend pas forcément plus romantiques, mais ils ont besoin de ces 3 cœurs pour vivre normalement. Ils ont d'abord un cœur principal qui permet la circulation du sang dans tout leur corps, et puis 2 cœurs branchiaux responsables de la circulation au niveau des branchies. Avec ces 3 cœurs et ces 8 bras, lorsque la pieuvre te fera un câlin, tu sauras qu'elle est très sincère. D'après une étude publiée en 2013, les dauphins utiliseraient des noms pour s'appeler entre eux, en particulier les grands dauphins. Ils usent, comme les humains avec les prénoms, des sifflements particuliers. Non seulement ils apprennent à siffler de manière à se présenter aux autres dauphins, mais ils peuvent aussi apprendre le nom de leurs congénères, ce qui leur permet de mieux communiquer entre eux. Dans les profondeurs de l'océan Pacifique, il y a une étrange baleine chanteuse. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à percer son mystère. Ils l'appellent la baleine la plus solitaire,
car elle émet des sons à une hauteur bien plus élevée que toutes les autres baleines bleues qu'ils aient pu étudier. Mais personne ne l'a jamais vue. Les chercheurs pensent que sa façon de chanter, si étrange, l'empêche peut-être de trouver un partenaire. Oh. Les baleines bleues possèdent elles aussi une particularité. Leur cœur fait plus d'1,50 m de long. Il fait aussi environ 1,20 m de large et peut peser plus de 180 kg. Pour comparaison, ton cœur fait à peu près la taille de ton poing. Il est donc bien plus petit. Nous sommes déjà plutôt intimidés par les créatures marines. Mais imagine ça, ils poussent aux requins des milliers de dents. Et pas seulement 1 ou 2 milliers, ils leur poussent jusqu'à 30 000 dents au cours de leur vie pour être précis. Oui, leurs dentistes doivent avoir de belles voitures. On en apprend tous les jours. Les scientifiques n'ont pas encore identifié de créatures sur Terre capables de vivre éternellement. Mais il semble que cela soit sur le point de changer. Une minuscule méduse, encore plus petite que l'ongle de ton petit doigt, semble être l'incarnation vivante de Benjamin Button. En effet, elle aurait la capacité de revenir à un stade de développement antérieur dès qu'elle se trouve en danger ou quand elle est extrêmement affamée et à court de nourriture. Pas étonnant qu'on la surnomme la méduse immortelle. Nous connaissons cette espèce depuis des centaines d'années, mais il nous a fallu attendre les années 1990 pour découvrir ses caractéristiques si uniques. Nous ne savons pas encore comment elle est capable de produire des cellules qui régressent et se régénèrent, mais il se pourrait bien qu'elle détienne un secret susceptible de contribuer au progrès de la médecine, tant pour les animaux que pour les humains.